Il n'y a pas de définition de la nation, à aucun moment. Donc ça veut dire que dans ce dossier, et si tu veux, quand on parle de lutte de libération nationale, il y a un certain nombre de luttes de libération nationale qui ont opté pour une nation libre et socialiste, et qui n'ont jamais donné de définition du socialisme ou de ce qu'ils entendaient par là. Et là c'est pareil, donc vous faites pareil, vous ne définissez pas ce que vous entendez par là. Le sentiment d'appartenance qui n'existe pas que dans l'idée de nation, qui a existé dans la classe ouvrière, donc il y avait une classe ouvrière et pas juste les travailleurs qui se faisaient bouffer la gueule, le sentiment d'appartenance, ça c'est une chose, mais c'est pas forcément conditionné à l'idée de nation, d'une part. D'autre part, ce que dans l'exposé que vous venez de faire à la louche, parce qu'effectivement c'est pas comme ça le dossier, je trouve que vous avez une position très théorique. C'est que chaque lutte de libération, moi je les appelle lutte de libération, je m'excuse, nation ça m'écorche la gueule quand même. Chaque lutte de libération a une histoire spécifique, une situation spécifique. Et de là le problème de la lutte armée. Le problème de la lutte armée, c'est pas quelque chose qui se discute en théorie. Les gens ne rentrent pas dans la lutte armée parce que les gens ne font pas le choix de rentrer dans la lutte armée, sachant qu'en général ils s'affrontent à des appareils militaires et répressifs qui sont plus forts, par choix. Au contraire, ils font souvent le choix de ne pas rentrer dans la lutte armée parce qu'ils savent que de toute façon ils vont se faire écraper la gueule. Et là, si on parle de la Kanaki, j'ai bien quelques tuyaux sur le sujet. C'est qu'à un moment donné, tout ce qui a été fait a été systématiquement écrabouillé par l'État français. Donc la lutte armée, quand elle se produit, c'est parce que généralement les gens n'ont pas le choix. D'une part. Et c'est pas une position qui va la manière dont vous avez parlé de la lutte armée, c'est une position qui est complètement spectaculaire. C'est-à-dire, comme si on choisissait, un, de rentrer dans la lutte armée, deux, de rentrer dans la clandestinité. C'est pas vrai, les gens ils rentrent dans la clandestinité quand ils sont grillés, et quand ils rentrent dans la clandestinité, c'est qu'ils ont justement un certain nombre de bases qui leur permettent de rentrer dans la clandestinité, sinon ils tombent. Sinon ils ne durent pas. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, s'il y a un appareil clandestin qui a duré en Irlande autant de temps, au Pays Basque autant de temps, et même pour des luttes qui n'ont rien à voir à la libération nationale, même pour les BR en Italie autant de temps, c'est bien parce que pour un clandestin, il y a 10 personnes qui sont prêtes à donner des coups de main d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pas forcément se coupler de la base. C'est à réfléchir aussi en suivant chaque cas spécifique de chaque histoire. C'est pour ça, moi ce que je trouve bizarre dans le dossier, c'est d'une part, il n'y a pas de définition, d'autre part, il y a quelques exemples avec des analyses qui sont valables pour chaque exemple, mais je ne sais même pas s'il y a un schéma directeur général à tirer des luttes de libération nationale. Et deux dernières choses pour terminer, parce que je ne vais pas être long. En ce qui concerne le vialisme à la lutte armée, je précise que non seulement il y a une majorité de femmes dans pas mal de groupes armés, mais par exemple, je ne pense pas que ça conditionne quoi que ce soit. Je veux dire qu'un groupe comme le PKK, qui est un groupe de libération nationale stalinien au Kurdistan, possède une vallée entière qui est entièrement tenue par des combattantes, dans lequel chaque homme qui rentre, chaque mâle, doit faire son autocritique pour rentrer. Et que je sache, ça n'a pas changé le cours de l'histoire du PKK jusqu'à maintenant. C'est un exemple comme ça en passant. Et le PKK possède une majorité de combattantes qui ne sont pas des femmes des villages kurdes, et qui sont en général des femmes qui viennent de l'exil, de l'Allemagne, d'endroits comme ça, et qui ont choisi de rentrer dans la lutte armée. Voilà. Et le dernier truc, je sais plus ce que le truc sur lequel je vais insister par rapport à ça, enfin, que j'avais remarqué. Mais... Ah si, une chose aussi, c'est qu'à un moment donné, la lutte de libération nationale elle peut s'inscrire dans un schéma postcolonial, mais à un moment donné, elle peut aussi devenir en soi une marchandise, comme n'importe quelle autre lutte, je veux dire, là-dessus il n'y a pas de spécificité, mais une marchandise tout à fait digérable par le capital. Et même que n'importe quelle lutte identitaire ou n'importe quelle lutte tout court. Et je veux dire, si à un moment donné, dans les années 70, puisque vous êtes parti de là, des années 70, il était obligatoire pour pas mal de mouvements de se réclamer du marxisme, que ce soit pour des raisons de mode politique ou d'alliance à rechercher, tout simplement. Je veux dire, on n'a qu'à prendre 4 exemples sur ces 30 dernières années, qui seraient l'Arménie, les Arméniens qui se réclamaient révolutionnaires et qui ont installé une bourgeoisie arménienne, le Kurdistan, ou les Kurdes qui sont découpés entre 5 États, alors qu'on leur a toujours promis un État, non qu'un État mafieux en Irak, les Basques qui ont, dans les derniers,
soubresaut là, présentement. Ils viennent de remporter une victoire électorale, les nationalistes basques, mais en attendant, l'organisation armée, elle a déposé une trêve sans condition, alors qu'ils ont quand même 700 personnes au trou et sans négocier. Et en Irlande, il semble que le processus de paix, qui n'a pas pris en question les luttes sociales, soit en train de se casser la gueule. Lentement mais sûrement. C'est ce que je veux dire, à un moment donné, il y a un habillage marxisme qui ne tient pas le coup non plus. Voilà. Je pense que c'est des questions qu'on doit se poser. Il s'agit pas. Moi je ne dis pas je rejette ceci ou je prends en bloc. Je me pose des questions, voilà, quelques-unes. Oui, bah, du coup, sur la question de la nation, oui, ouais, en fait, peut-être que du coup, à force de travailler sur le truc, on ne sait pas. C'est vraiment une erreur, on s'est dit qu'on ne définissait pas alors que ça mérite vraiment d'être défini. Surtout que justement, en général, le mot nation est quand même associé à l'État et c'est ce qui fait qu'un certain nombre de mouvements le rejettent. Et vraiment, pour nous, du coup, enfin pour nous, je vais parler plutôt pour moi, du coup, pour moi, la nation, c'est un groupe de personnes qui habitent à un endroit donné, qui a une histoire, une langue, une culture, tout ça, et où, parce qu'on n'est pas forcément obligé de tout avoir, parce que ça inclut aussi des personnes qui peuvent venir de l'extérieur, mais qui ne sont pas nées sur ce territoire, mais qui ont ce sentiment d'appartenance à une culture, à une histoire. Donc c'est quand même une définition assez vaste et qui permet de pas... Oh, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, c'était ça la définition en tout cas. Et après, par rapport au sentiment d'appartenance et à la nation, effectivement, je veux dire, à aucun moment on veut dire que c'est forcément lié. Effectivement, le sentiment, justement, notre propos c'était plutôt de dire qu'effectivement le sentiment d'appartenance, il est constitutif de toute lutte, voire de tout groupe humain. C'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'ordre de l'humain, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout, quoi. Après, la seule chose, c'est que effectivement, quand on parle d'identité, quand on parle de sentiment d'appartenance et qu'on lie ça à la notion de nation, là, on a un peu plus de problèmes parce qu'on peut dire que dans un contexte où on a quand même la droite et l'extrême droite qui exploitent ce genre de questions sur un mode excluant, voire haineux, c'est sûr que du coup, c'est un petit peu compliqué parfois de faire entendre que non, quand on parle de sentiment d'appartenance à une nation, c'est pas forcément pour rejeter l'autre, c'est aussi parce que on habite à un endroit en commun, on fait des choses en commun et on n'a pas envie de se faire laminer la gueule sans rien dire, en gros. Et, je sais pas, moi j'avais entendu une esquisse de définition de la notion de nation quand tu parlais, esquisse au sens où, voilà, dans le temps qui est imparti à une présentation, mais qui est en contradiction avec ce que tu viens de dire, qui étaient les deux concepts que tu avais utilisés pour cadrer l'idée de nation, c'était langue et histoire, pas du tout territoire, qui est pour le coup une idée qui fait problème, ne serait-ce que par rapport à plein d'exemples, dont celui qui était très intéressant que tu as donné du PKK, où c'est des gens qui reviennent de l'exil, pas du tout des gens qui étaient éventuellement en interaction directe, où on a un territoire qui est tellement dense, etc. Ça pose problème. La notion de langue, si on veut parler de sentiment d'appartenance, on peut parler de sentiment d'appartenance à une histoire, qui est construite, qui est fantasmée, etc., mais comme n'importe quelle histoire ou sentiment d'appartenance à une histoire, et sentiment d'appartenance à une langue. Il y a éventuellement quelque chose à faire à partir de là pour construire un concept de nation qui pourrait être débarrassé d'un certain nombre des relents un peu désagréables de fait qu'il peut avoir. En même temps, c'est un concept qui est indispensable, parce qu'on ne peut pas parler de... On ne peut pas simplement dire lutte pour l'autodétermination, ce qui serait idéal, mais lutte de qui, pour l'autodétermination de qui, sur quelle base, etc. C'est pas suffisant. Donc il faut bien ajouter un concept. On ne peut pas ajouter région, on peut pas... Donc nation fonctionnerait de ce point de vue-là comme une espèce de pis-aller, quoi. De pis-aller qu'il faudrait de fait, je pense aussi, définir avec une... pour le coup, là, en étant spéculatif et théorique, hein, mais moi ça me gêne moins pour le coup. Avec suffisamment de précision pour éviter justement les différents écueils
que vous avez listés, qui sont de fait les 4, hein, enfin reproches en tout cas, qui sont effectivement des écueils toujours possibles. C'est pas, il m'a semblé d'ailleurs que vous présentiez comme ça. Vous n'avez pas dit c'est des reproches absurdes, vous avez dit c'est des choses effectivement qu'il est possible d'éviter dans le cadre de ces luttes. La condition, c'est de se donner les moyens de le faire. Mais tu vois ce qui me gêne dans la référence trop massive que tu donnes, le territoire, la coexistence sur un même espace, etc. Oui, j'entends, mais c'était, enfin, du coup, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. C'est sentiment d'appartenance à un territoire, même si, enfin, on n'est pas obligé d'y habiter. Je peux te poser une question. Donc en fait, toi, ce que tu disais, c'est qu'un nouveau concept de nation qui serait plus intéressant, ce serait justement qui ne serait pas référé à un territoire, c'est ça? J'ai pas à proprement parler dit ça, parce que j'ai pas spécialement réfléchi à la question, c'est une notion que moi j'utilise assez peu, mais toi, les déterminations conceptuelles que tu avais données tout à l'heure se passaient du concept de territoire. Se référait à celui de langue et de... C'est juste maintenant, c'était peut-être juste comme ça. C'était une efforderie personnelle. D'accord. Non, moi je serais prêt à garder le concept de territoire, ouais. Enfin, mais au sens où on en parlait, enfin, c'est pas... Tout ne tourne pas autour du territoire, il y a des nationalistes, enfin d'ailleurs il y a des nationalistes de nations sans territoire, enfin c'est pas... Voilà, c'est pas ça le problème, mais il y a une articulation entre ces différentes choses, histoire, langue, territoire, etc., qui constitue effectivement un phénomène national. Après sur la question de la définition, je sais pas, c'est peut-être absurde, mais j'ai pas le sentiment qu'il faille une définition nécessairement, parce qu'une fois qu'on a une définition, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin je veux dire, de toute manière il y a des gens qui sont en lutte au nom d'une culture qui est effectivement la leur, qui est effectivement minorisée, qui est peut-être fantasmée, mais de toute façon, enfin, comme tu le disais, on vit tous dans un réel fantasmé, largement. Et donc, du coup, pour moi, j'éprouve moins la nécessité d'aboutir à une définition très précise du concept de nation, tout simplement parce que je vois pas quelle utilité je pourrais en avoir, en fait. Si tu veux, tant que tu es en lutte, ça me pose pas de problème, effectivement. Le mec qui est dans la clandestinité, qui est en lutte, etc., qui je sais pas, a pas forcément besoin de cette définition. Il a des revendications relativement précises qui suffisent. Là, on n'est pas en lutte, en ce moment, on fait de la théorie. C'est une revue qui propose des textes, d'analyse, de description, et nous, on discute sur des situations en essayant de se mettre d'accord sur un certain nombre de points de dissensus. Quand on fait de la théorie, on en a besoin de définir les notions dont on parle, parce que on fait du métadiscours, là. On parle des revendications d'autres gens, ici, là, maintenant. C'est du métadiscours. Et on utilise des notions qui coiffent un ensemble de luttes extraordinairement hétérogène. Il y a Pierre-Jean qui fait non derrière, je sais pas si... Tu veux réagir? Oui. Tu veux réagir? Non, je disais... je reprends pour on affirme qu'on parle d'autres personnes, d'une part. Par contre, d'autre part... On n'est pas en train de lutter. D'autre part, moi, quand je dis manque de définition, c'est quand même utile. Ça dépend. Ensuite, les gens qui luttent, ils ont justement besoin de définition parce qu'ils vont mieux savoir pourquoi on lutte. C'est quand même beaucoup plus... Ils ont besoin de revendication. Revendication, c'est une définition. C'est à partir du moment où tu peux définir ce qui t'opprime que tu peux le combattre. Oui, mais de même, par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour échanger, c'est quand même pas mal de savoir de quoi on parle. Parce qu'effectivement, le problème de l'anti-impérialisme, c'est que l'anti-impérialisme, c'est un fourre-tout qui consiste à critiquer l'Empire, enfin les ricains, ou l'Europe, ou ce qu'on voudra, et point barre de nos jours. C'est devenu la caricature de soi-même, l'anti-impérialisme. Enfin, moi, je connais des discours anti-impérialistes auxquels j'adhère pas du tout, parce que ils sont manichéens, il y a le bon opprimé, le méchant oppresseur. Jusque-là, tout va bien, sauf qu'on ne sort pas de là. On sait très bien que les victimes d'aujourd'hui sont les bourreaux de demain, éventuellement, et par quel processus on passe pour empêcher ça, et quels sont les rapports de classe qui existent au milieu. Enfin, il y a d'autres choses à voir, quoi. L'anti-impérialisme, il est misérable, quoi, de nos jours. Justement, c'est pour ça que c'est bien le truc sur l'Irak, il est même un peu court. Non, enfin, pour la question de la définition, on ne voit pas, enfin, pas s'appesantir dessus, mais offensive et courant alternatif ne sont pas des revues de théorie. Enfin, moi, je le vois pas comme ça. C'est des revues où on réfléchit, mais c'est pas des revues de théorie. On n'a pas cette prétention, et on n'en a pas la formation. Et c'est pour ça qu'on ne cherche pas une définition en particulier. Il n'y a pas une revue de sciences sociales, enfin voilà, donc il y a peut-être un malentendu là-dessus. Que chacun des intervenants dans nos articles utilise un concept de nation différent ne nous dérange pas.
Voilà, c'est juste pour dire ça. Et après, juste avant de vous... s'il y a d'autres questions, deux choses que tu as dites qui étaient intéressantes. Une avec laquelle je suis complètement d'accord et l'autre pas du tout. Quand tu dis il y a une spécificité de chacune des luttes, oui bien sûr, et tu dis s'il y a une lutte armée, c'est que les gens n'ont pas le choix. Alors ça, pour moi, c'est un déterminisme absolu de la situation sur les gens que je... je peux l'expliciter plus longtemps si tu veux. Mais... Oui, mais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Si tu veux dire, on se retrouve poussé à, on se retrouve acculé à ne pas faire autrement que prendre les armes. Mais moi, j'ai tendance à penser que même dans une... Bon, voilà, on parle en l'air, hein, mais il y a des cas précis qui me laissent penser, qui font que la lutte armée n'est pas le dernier choix possible dans une situation d'oppression absolue. Je pense qu'il y a des formes de résistance civile qui sont possibles et qui ne relèvent pas de la lutte armée. J'ai pas dit que c'était le dernier choix. J'ai poussé à... oui, d'accord. Mais je pense que même quand on est poussé à, je crois qu'il y a encore une liberté de choix, quand bien même elle serait héroïque. Mais voilà, enfin... Moi je vois pas les choses comme ça. Mais en plus, si tu veux, quand on questionne le bilan d'échec stratégique de la lutte armée, je veux bien qu'on questionne aussi l'échec stratégique de ceux qui n'ont pas opté pour la lutte armée. Dans ce cas-là. Parce qu'il est de bon ton de nos jours de rejeter la lutte armée, la violence, caca, tout ça. C'est une faiblesse théorique qui est incroyable. Autant j'ai pas envie de magnifier la guérilla, autant j'ai pas envie de dire ah ben ça n'existe pas, c'est vilain, c'est caca, c'est de la violence, alors que la violence je la subis tous les jours de la part de l'État dans lequel j'habite. Et qu'il me semble que les gens ne se posent pas la question de comment y répondre de manière conséquente. Voilà, je touche par le point aussi. Et non, bah alors du coup je mets de côté le truc et puis comme ça on continue la discussion avec. Ouais, moi j'avais 3 choses à dire. D'abord sur la référence à un espace. Enfin, je pense que c'est intéressant parce que du coup il y a toujours un espace de lutte, un espace dans lequel les gens qui sont pris dans des luttes de libération, on les appelle nationales ou pas, ces gens-là en lutte, ils partagent un espace. Et du coup, il me semble que déjà, il y a ce premier espace qui est commun, là, qui est l'espace de la lutte. Et ensuite, il y a référence à un espace que tu disais tout à l'heure, un territoire, mais en fait, ça peut être... Enfin, cet espace, il peut prendre la forme du territoire administratif dans certains cas. Et puis, il peut prendre des formes très différentes. Par exemple, il y a eu une intervention, je crois, dans le FIPS sur le territoire des aborigènes. En Australie, donc peut-être ceux qui ont entendu l'intervention pourront revenir là-dessus. Mais donc du coup c'est une conception du territoire, un territoire pour lequel des gens sont en lutte, qui est très différente du territoire administratif. C'était la première chose. La deuxième chose c'était sur la définition lutter à partir de définitions établies. Moi j'ai l'impression que les définitions elles se construisent dans les luttes. Et pour revenir sur l'offensive, nous c'est un journal par exemple qui dans la lutte à l'ENS nous a permis de réfléchir encore à la définition de ce que c'était, alors pour notre cas des rapports politiques égaux. Et donc du coup voilà, j'ai l'impression qu'en ça, en fait, on est en lutte aussi quand on essaie de discuter autour de la construction de dossiers de l'OLS, parce que c'est ces moments-là qui permettent de nourrir la lutte et de nourrir des définitions en construction dans la lutte. Et la troisième chose, c'est sur le choix de la lutte armée. Alors, moi j'étais un peu étonnée par ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'il me semble que par exemple, si on prend le cas de l'armée zapatiste, il n'y a que 30% des effectifs qui sont des femmes. Et encore dire, il n'y a que 30% des effectifs de la branche armée qui sont des femmes, c'est oublier que ces femmes, elles assurent notamment toutes les tâches de reproduction, de logistique, de préparation des repas, de transmission des messages, des tâches qui ne sont pas les tâches nobles. Alors, moi, je pourrais donner les références. Juste, est-ce que je peux finir? Et après, je te laisse répondre. Désolé, j'ai passé 7 ans à les zapatistes. Ouais, du coup, c'est intéressant parce que, si vous voulez, je vous communiquerai. C'est des travaux à la fois des publications de femmes indiennes qui vivent au Chiapas et qui donc sont en prise tous les jours avec la lutte zapatiste. Et aussi des chercheurs, chercheuses mexicains, mexicaines et françaises qui travaillent sur le zapatisme. Et donc le problème de choisir la lutte armée, c'est donc de voir la division des rôles à l'intérieur de cette lutte, qui effectivement souvent, comme tu le disais tout à l'heure,
un mode d'action plutôt viriliste. Et ensuite, le problème, c'est que ça entraîne une militarisation des rapports sociaux qui est importante. C'est un risque. Et voilà, c'est un risque et dont, et ben, par exemple, au Chiapas, c'est ce qui se passe. Et c'est-à-dire que, alors... Marcos, c'est un établi, hein. Alors, voilà. C'est pas une analyse, je Un pense livre de que libération. Oui, mais je pense qu'on peut développer des points de vue différents, mais du coup... Oui, tout à fait, mais je pense que l'appareil armé zapatiste, il a échoué, il est perdu. Il est en train de se casser la gueule. D'accord, mais donc moi, enfin, en fait, on est juste en train de parler de quelles conséquences on peut tirer, ou de quelles analyses on peut faire d'un choix de lutte armée. Et donc, du coup, dans le cas de l'armée du Chiapas, voilà, il me semble que certaines pistes de réflexion sur lesquelles on peut s'engager, c'est la militarisation des rapports sociaux et les effets que ça a sur les populations, notamment sur les femmes qui ne peuvent plus se promener seules dans les territoires zapatistes par peur d'être violées, frappées, ce genre de choses-là. Et puis aussi, effectivement, les problèmes de responsabilité, division. Mais là, on confond deux choses. Enfin, je sais pas, je ne voudrais peut-être pas entendre un débat sur le Chiapas, c'est dommage. Et puis on peut peut-être faire tourner un peu la parole Ouais, aussi. oui, mais en plus, non mais là, il y a des choses que je ne peux pas laisser dire, mais c'est pas grave. Bah, on peut en parler aussi. Ouais, on en parlera. Enfin, en plus, je t'invite à en parler quand tu parce que ça t'intéresse. Non, c'est Ouais, moi j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit tous les deux, tous les Luc, hors sujet par rapport à ce qu'on vient de se dire. Apparemment, l'origine de votre dossier, c'est votre propre réaction personnelle par rapport à les oppositions que vous avez eues sur le milieu libertaire, soit à l'extrême gauche, etc., quant à vos positionnements sur les questions de lutte nationale. Et alors déjà, j'aimerais savoir si c'est le cas un peu de tous ceux en gros qu'on travaille sur ce dossier, c'est vraiment une confrontation. Alors à ce moment-là, de quel point de vue, entre guillemets, vous parlez? C'est-à-dire, est-ce que c'est par rapport à des contextes régionaux en France, des gens qui sont étrangers, des gens qui militent avec des gens d'autres pays, etc., ou c'est vraiment dans le contexte national français, en gros, basque, corse, etc. Au vu de la définition libertaire que tu donnais des mouvements indépendantistes, et qui en plus pas pour me déplaire, ce qui est intéressant, c'est est-ce que vous développez cette conscience-là jusqu'à ce que ces revendications culturelles soient finalement des revendications de tous, y compris pour le centre, qui est la culture dominante. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que dans les mouvements, par exemple, autour de la Révolution espagnole de 1936, les revendications spécifiques locales des communautés il y en avait autant dans des régions où il y avait d'autres langues, comme le catalan essentiellement, que dans des régions seulement castillanophones, quoi. Parce qu'il y avait finalement autant de différences culturelles entre, je sais pas, le Haut et le Sud Aragon, presque qu'entre l'Aragon et la Catalogne, qui avait une langue de plus. Comment vous pensez ce rapport-là entre la culture presque d'un centre et la culture du périphérique? Oui, du coup, sur qui en gros a écrit dans ce numéro, c'est effectivement que ce soit offensive ou courant alternatif, on a un certain nombre de personnes à être impliquées dans des luttes sociales, dites culturelles par rapport à un territoire donné. Et il se trouve que notamment Courant Alternatif a réfléchi sur la question depuis plusieurs années et veut dire que c'est une organisation qui est vraiment à part dans la galaxie libertaire, dans le sens où toutes les autres organisations, quasi, même si ça a tendance à évoluer de nos jours quand même, il y a quand même un certain nombre de groupes qui sont quand même maintenant plus ouverts sur ce genre de questions, mais à la base, vraiment, c'était les seules personnes qui avaient questionné les luttes de libération nationale dans le mouvement anarchiste. Et donc, il s'est trouvé que, comme eux aussi ont été impliqués dans des luttes, etc., et qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est trouvé ce point commun, c'est que nous, à Offensive, on est plus mesurés, parce qu'il y a des gens qui sont effectivement partis, qui font effectivement partie de certains mouvements. Il y a d'autres personnes qui sont plus réticentes, notamment par rapport aux questions d'identité qui leur posent un souci. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on a une grosse partie sur effectivement les luttes qu'il y a en France, parce que on ne pose pas. Mais on a aussi on est aussi en contact avec des gens qui sont
en France, mais qui viennent d'ailleurs, ou qui sont en France, mais en lien avec des mouvements à l'étranger. C'est pour ça que du coup, on a un article sur les luttes au Kurdistan, sur les luttes, sur l'anti-impérialisme en Irak, et encore une autre question, sur l'Algérie et la Kabylie. C'est un peu restrictif, c'est vrai qu'il aurait pu y avoir aussi des articles sur la Palestine par exemple, voilà, mais bon, voilà un gros pour dire un peu plus d'où on parle. Je sais pas, moi j'ai l'impression, excusez-moi d'être peut-être un peu agressif, je trouve qu'on pose le problème dans des termes, bon je suis vieille, hein, j'ai 65 ans, on racontait à peu près la même chose quand j'en avais 20, et les migrations, enfin toute une série de phénomènes ont changé complètement les relations, je dirais, alors pas les luttes, hein, mais les relations notamment nationales, c'est-à-dire toutes les nations sont diasporiques, hein, et ce qui a été dit tout à l'heure sur le PKK est absolument typique, hein, dans les noyaux même de lutte les plus intenses, on retrouve des gens qui ont fait leurs études ailleurs, etc. Et par ailleurs, il me semble qu'il y a une dimension, alors on appelle lutte, je ne sais pas si c'est bien ce qu'on appelle lutte, moi je suis bretonne, hein. Bon, il y a une espèce de lutte générale, mais qui n'est pas dans... il y a les organisations bretonnes indépendantistes, il y a l'UDB, il y a des mecs, le FLB, il y en a encore des résidus. Mais quand on se fout en l'air comme ils l'ont fait, bon... après, il y a des pratiques de solidarité avec les Basques. Enfin, il y a des tas de choses au niveau des gens, vraiment des petites organisations. Mais par exemple, bon, Diwan, c'est une pratique culturelle, mais économique aussi. C'est-à-dire que les gens se sont aperçus que s'ils ne faisaient pas l'effort de préserver leur culture un minimum, eh bien, ils étaient ratiboisés et appelés par, en effet, l'État français à aller faire l'ouvrier ou l'employé à Paris, dans l'Est, etc. Et en fait, le mouvement Diwan est soutenu par des chefs d'entreprise bretons. Hein. Alors, est-ce que c'est en lutte, les chefs d'entreprise bretons? Par exemple, Armor Luxe, est-ce que Armor Luxe, c'est une lutte? Ben, oui, d'un certain côté, c'est une entreprise qui fabrique des t-shirts en Bretagne et les vend dans le monde entier et qui essaie de créer un modèle économique internationalisé. Le cheval d'orgueil, tout le monde trouve ça complètement folklore, il n'empêche que ça a été un élément identitaire dans un espace culturel dominant, très important pour comprendre une série de choses qui minaient de l'intérieur les Bretons, qui était l'opposition en fait réelle entre les Bigouden et puis les vrais Bretons. C'est-à-dire qu'il y a la plupart des gens que les Français appellent Bretons, dans les livres, par exemple, sur les noms bretons, ne sont pas bretons, bon, etc., etc. Enfin, tout ça est d'une complexité qui a été culturellement énormément mélangée toutes ces dernières années, qui fait que je trouve qu'on ne peut pas continuer à poser toujours les problèmes de la même façon. Bon, si on prend l'Algérie aussi, la lutte, effectivement, construit la nation. Ah oui, bravo. Les Aurès, la Kabylie ont été les deux régions qui ont le plus lutté. Et à l'arrivée, ils sont complètement opprimés. L'arabe est devenu la langue nationale obligatoire. Et le français finit par être un truc de résistance éventuelle. Bon. Donc tout ça est en mouvement tout le temps. Mais l'appel à la nation, dans les termes justement nation égale langue, territoire, est un appel à la fragmentation, alors que des gens qui se réclament de la nation, je ne sais pas quoi, enfin, bon, je suis bretonne, j'ai jamais habité en Bretagne, je n'y vais qu'en vacances dans la famille, et ainsi de suite, il y a des Bretons dans le monde entier. Par contre, évidemment, quand je mange, je ne sais pas quoi, ça m'est arrivé une fois, je bosse par ailleurs dans des trucs. Bon, j'étais à dîner avec des gens de la Banque mondiale au bord de la mer en Afrique, et il y avait une lotte à la Paimpolaise. Bon, moi je suis Paimpol. Alors on s'aperçoit, les restaurants, toute la côte, etc. Voilà, enfin, je trouve qu'il y a quand même changé la vision. Par exemple, quand l'Italie envoie à tous les gens qui ont au moins un grand-parent italien en Amérique du Sud, l'information selon laquelle ils pourront avoir un passeport pour revenir parce qu'on ne fait plus assez d'enfants en Italie,
ou au Canada, il y a une nouvelle vision complètement de la nation italienne généralisée, qui est une des plus grandes nations mondiales. Hein. Alors on nous emmerde en ce moment avec le fric des Italiens, mais on peut regarder aussi l'Italie du point de vue donc, anthropologique. Je trouve que, enfin, comment dire, enfin, il y a des tas d'autres éléments de lutte que ceux qu'on a eu dans nos petites organisations gauchistes toute notre vie. Bon, c'est un peu provocateur. Ouais, moi je ne suis pas du tout d'accord pour dire avec vous que la notion de nation appelle forcément la fragmentation, parce que, enfin, tri dans la définition d'une communauté de personnes qui ont un sentiment, enfin, qui vivent ou sur un territoire ou qui ont un sentiment d'appartenance à un territoire, qui partagent une langue ou une culture et ou une histoire et ou des luttes sur ce territoire-là. Pour moi, justement, ça n'appelle pas du tout la fragmentation. Ça permet, du coup, d'inclure tous les gens qui sont sur ce territoire, ou pas. Et ça ne met pas du tout en cause les liens du sang. Et en plus... basque, mais aussi avec des gens extérieurs. Enfin, du coup, c'est pas forcément... On prend plein d'exemples. Oui. Là, ça m'étonne que vous... par exemple, les débuts du mouvement occitaniste, ils se font en écho direct avec la lutte qui se passe en Algérie et un soutien des occitanistes. Oui, dans la solidarité, dans l'oppression, etc. Mais vous auriez un État en Bretagne, on le sait déjà d'avance, hein, la division ancestrale entre Bretons et Bigouden, qui n'avaient pas accès à la terre, etc., qui sont les Juifs des Bretons, hein, c'est quand même comme ça qu'on en parle, elle ressurgirait s'il y avait un État breton. On ne veut pas d'État breton. Mais non, on veut... Ouais, non, mais oui, mais le territoire, c'est... Voilà, peuple et territoire, ça veut dire quoi? Regardez autour de vous. Comment? Non, regardez autour de vous. Ah ben non, mais si on reste dans cet état-là, mais cette lutte, elle veut quoi? Quelle lutte? Enfin, moi, j'ai un peu du mal à saisir ce que vous... Non, mais ma question, c'est que vous parlez de la lutte comme si elle était une lutte pour acquérir la capacité d'autodétermination, qui est dans la Constitution d'ailleurs de 58, de la Ve République, qui a été fabriquée pour les États africains, pour que des territoires administratifs choisissent donc l'indépendance et deviennent des États-nations. Bon. Mais l'autodétermination de quoi? Si ce n'est pas celle de constituer ce territoire en un foyer d'organisation? Moi, c'est la question que je vous pose. Vous avez parlé de l'autodétermination. Oui, mais déjà le concept d'autodétermination, il préexiste à la Constitution de 58, donc qui n'est absolument pas une référence pour nous. Et par ailleurs, quand vous décrivez un foyer d'organisation politique, je vois pas là-dedans ce qui oblige à réduire ce foyer d'organisation politique au concept d'État. Bah, sauf que c'est que ça, le concept d'État, en fait. Oui, sauf que... Mais le concept de foyer d'organisation politique, c'est pas que ça, par contre. C'est pas que l'État. Voilà. Vous voyez, oui, mais s'il y a un État, quand même, la France règne, je prends l'exemple de la... Non, mais un soviet, c'est un foyer d'organisation politique. Vous voyez, par exemple, c'est pas un État. Oui, mais justement, les soviets, ils ont été ramassés par l'État soviétique. Hein. Bon, non, il ne faut pas être dans la lune. C'est-à-dire que moi, je connais quand même pas mal la Bretagne. Hein. Pour l'instant, il y a un État qui règne sur la Bretagne, qui décide que l'école, ça se passe comme ci, comme ça. Et puis, dans des interstices, et puis il y a même des luttes. Il y a eu une négociation, effectivement, pour que Diwan soit reconnu. Mais... Non, mais vous comprenez bien que si vous partez du présupposé que l'État est la seule forme d'organisation politique possible, là, il y a une discrépance entre... Non, je pose la question, mais en tout cas, si on me dit qu'on va faire un foyer d'autodétermination sur un territoire, jusqu'à nouvel ordre, ou alors qu'on me dise qu'est-ce qu'on fait, on remplace l'État par un autre type d'État, qui peut être un soviet, pourquoi pas, moi je suis d'accord, hein, mais en tout cas, le soviet c'est une forme d'organisation, ça veut dire conseil, hein. Donc c'est une forme d'organisation. Vous avez une conception très large de l'État, en fait. Oui, en fait... Oui, très large, très large. Oui, mais enfin, la République des Soviets, c'était un nouvel État. Enfin, merde. Peut-être pas. Non? Bah non, pas pour moi, mais enfin, je pense pas pour moi.
Non, puis du coup, pour l'autodétermination de quoi, en même temps, je trouve ça bizarre comme question parce que, du coup, les luttes de libération nationale, de libération tout court, elles sont ce qu'on en fait aussi. Et que vous preniez l'exemple de l'Algérie, oui, effectivement, on peut dire qu'il y a eu des écueils et que, que les Kabyles, les Berbères qui défendaient une vision d'une Algérie plurielle, multilingue, qui n'était pas basée forcément sur la religion, etc., se sont pris une veste parce qu'ils étaient minoritaires dans le mouvement et que c'est les autres qui ont gagné et qu'eux, ils se sont fait laminer. Mais bon, en même temps... En fait, non, mais je trouve qu'il y a un petit vice de raisonnement. En fait, c'est pas parce que les gens ont gagné qu'ils avaient raison, et c'est pas parce qu'ils ont gagné qu'on. Non, mais au contraire, c'était pas systématiquement à ce qu'ils. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas minoritaires dans les troupes. Je suis désolée. Le FLN, il a gagné parce qu'il a été aidé à l'international par l'État français, les Américains, etc. Et les Berbères, dans les troupes de base, ils étaient plutôt, c'était eux qui les faisaient en nombre. Hein? Bon, et alors qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, c'est ce que je veux dire, c'était, du coup, effectivement, si on parle des Berbères, effectivement, si on considère je sais pas si c'est la même chose en Algérie, mais qu'au Maroc, 90% de la population est berbère, donc on peut le dire comme ça. Mais là, en fait, je parlais des partis, des groupes politiques qui étaient impliqués dans la lutte et qui défendaient des positions. Et il y avait le FLN qui défendait plutôt une position pour schématiser que être algérien, c'est être arabe, être musulman, etc. Et les berbères avaient moins de poids politique. Oui. C'est pas, oui, mais ça vient pas de l'intérieur. C'est ça que je trouve. Ma question, ça ne vient pas de l'intérieur, ça vient d'un contexte et des relations. Vous parlez comme si tout se jouait à l'intérieur du mouvement. Alors le mouvement, il restera toujours en lutte, il n'obtiendra jamais rien. Bon, il peut rester en lutte jusqu'à la nuit des temps. C'est ça un peu la question. Être en lutte. Bon, d'accord, soyons en lutte. Est-ce qu'il y a une réaction? Moi je voudrais juste reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que c'est peut-être un malentendu, ou je ne sais pas, vous avez repris la petite référence que j'avais faite au début sur l'idée que la lutte construit la nation, en tout cas construit le... et vous avez dit, on a vu ce que ça a donné en Algérie, puisqu'il y a une oppression des Kabyles, je pense que vous faisiez référence à ça. Mais il n'y a pas une suite nécessaire d'une nation qui se construit dans la lutte à une nation qui en opprime une autre. Et en fait, j'ai l'impression, c'est un peu toujours ça dans le raisonnement, c'est que parce qu'il s'est passé ça, parce qu'il y a eu ça, il va nécessairement se produire ça. Et nous, on n'a pas ce raisonnement nécessitariste d'un événement qui entraîne nécessairement un autre. D'autant qu'on pourrait vous fournir des contre-exemples aussi, et on pourrait très bien argumenter comme ça pendant des heures. Et ce que je veux dire, c'est que ce que je voulais dire, en tout cas, dans l'idée que la lutte construit la nation, c'est qu'on n'a pas une conception de la nation qui soit figée dans le temps, qui soit là de toute éternité, et qu'au contraire, c'est quelque chose que les groupes humains doivent mettre en travail par eux-mêmes. D'où le fait aussi qu'on a une difficulté à produire une définition, si vous nous la demandez. C'est aux groupes humains qui ont le sentiment d'une singularité à défendre, de produire le discours adéquat à cette singularité qui est présente sur le terrain. C'est pas à nous, théoriciens, militants ou autres, de leur fournir la définition qui leur permettra d'appuyer cette lutte. Oui, mais le nombre de nations, dans votre sens, où les gens non présents sur le terrain sont maintenant beaucoup plus nombreux que ceux présents sur le terrain et sont, la garantie au fond de l'existence même de cette nation en lutte, ça crée, moi je trouve, tout à fait de nouvelles conditions pour l'analyse, c'est tout. En fait, alors, les Palestiniens, par exemple, il y en a 4,5 millions ailleurs, ou 6 millions, je ne sais pas combien. Oui, mais ça a toujours été une donnée de fait dans les mouvements, dans les luttes de libération nationale. Souvent, la lutte est engagée, bien sûr sur le terrain par une résistance concrète des populations qui sont soumises à une situation de domination, mais aussi par des personnes qui sont à l'étranger, en exil,
et qui, depuis l'étranger, commence à conceptualiser ça. Alors par contre, Aude n'avait pas trop l'air d'accord avec moi sur ça. Si, mais voilà, donc moi ça me semble être quelque chose, enfin les premiers militants nationalistes algériens étaient en métropole et pas en Algérie. On peut prendre une multitude d'exemples comme ça. Pour moi, c'est pas... C'est qui les premiers militants nationalistes algériens? Mais Salihatch. Par exemple, enfin, Mais je sais pas. Salihatch, oui, mais avant il y a Abdelkader. Abdelkader, il est Tu en vois, alors, Algérie, lui. tu vois, c'est qui? Non, Non, mais- mais ça dépend. C'est pour ça que je dis que chaque situation est une situation spécifique. Moi, ce qui me fait peur avec le manque de définition, c'est qu'on risque de caler des schémas théoriques qui seront... tu as raison de dire c'est pas nécessairement ceci ou cela qui va se passer, effectivement. Mais par contre, dire il y a des schémas à suivre, c'est ne pas tenir compte de la spécificité de l'histoire de chaque communauté humaine dans ce monde. On dit pas qu'il y a des chemins à suivre. Eh, J'ai pas le sentiment qu'on dit qu'il y je a des dis chemins à juste suivre. que c'est le risque qu'on a à partir du moment où on n'est pas un peu plus, je sais pas comment dire, clair sur certaines choses, où on affirme les choses sans les avoir analysées. Mais je dis juste que moi le dossier il est trop court, hein. Voilà. Ah, Je parle oui, par rapport à la revue. Ça, c'est sûr que... Voilà. Parce que du coup, ça crée des manques. Écoute, on a un nombre limité de pages, on ne veut pas Non mais plus ça va, faire je une sais, encyclopédie c'est pas des... de ça, je suis au courant, mais Voilà. Mais bon, je prends acte du regret. On fera un numéro 2. Non mais admettons, j'en reviens à cette histoire de définition. Parce que évidemment, je le fais exprès pour provoquer aussi, parce qu'il y a des nations nomades. Ouais. Il y a des nations sans territoire. Il y a des nations qui ont effectivement plus de monde en exil que sur le territoire qu'ils se donnent, eux, comme référence. Il y a des gens qui se considèrent comme partis. Par exemple, bon, allez, puisque je parle de ma gueule, moi je suis passé des années de ma vie au Mexique et j'ai toujours pas compris ce que c'est qu'un indigène. Sauf que j'en suis arrivé à accepter la définition qu'est indigène celui qui se revendique en tant que tel. Voilà. Non. C'est tout. Parce que je peux pas prendre une définition. Et je parle d'un pays qui a vécu 3 siècles de règne de caste, avec 7 castes qui disaient à partir du moment où tu as le sang, ça et ça, t'es ça. À partir du moment où tu as le sang, ça et ça, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il a fallu rompre avec un schéma de caste à un moment donné pour se revendiquer ceci ou cela. Et en faire autre chose. Autre chose de mieux ou autre chose de pire, ça dépend. Mais dans la manière forcément brève dont vous avez présenté tout à l'heure, si tu veux, j'avais peur de voir des schémas hérités qui disent alors il y a ça qui peut se poser donc il faudrait y répondre par ça. Vous voyez ce que je veux dire? L'antidote elle est là, etc. Non, ça dépend où. Les mêmes causes ne produisent pas forcément les mêmes effets. Un pays qui est en lutte et qui a été totalement artificiellement créé par des colonisateurs qui ont tracé des lignes sur les cartes, c'est pas la même chose qu'une communauté qui a envahi depuis des siècles et qui fait partie d'un état-nation qui a son processus. Vous voyez? Et à partir de là, les mêmes schémas ne sont pas forcément applicables. C'est ce que je voulais dire. Non, bah, enfin, oui, je suis d'accord avec toi. C'est tout. J'ai pas l'impression qu'on soit en contradiction là-dessus. Non, je dis juste gaffe parce que. Et juste sur la question du territoire, les nomades, ils sont nomades, mais ils sont en général nomades D'un quand même territoire. sur un territoire précis. Enfin, genre les Touaregs, ils font pas genre le tour du monde, ils sont quand même sur un territoire géographique, même s'ils bougent dessus, mais du coup, c'est quand même circonscrit. Les Touaregs, oui, mais les Roms. Les Roms. Pareil. C'est pareil. Oui, pareil, il y a des espaces privilégiés de circulation sur lesquels ils et elles vivent plus que sur d'autres. Et puis il y a aussi des espaces de référence dans les mythes, dans les histoires, qui sont aussi une forme d'espace partagé qui joue dans toutes les luttes, notamment dans les luttes de certains Roms. Bon, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais bien revenir sur un truc qu'on a dit tout à l'heure, mais j'ai pas envie de squatter la parole non plus. Non, tout à l'heure, quand vous disiez les conditions ont quand même changé, on ne peut pas dire les mêmes choses que dans les années 70. Ouais. Il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée jusqu'à présent, qui est le fait que
mais ça, j'aimerais bien qu'il y ait le garçon qui en parle derrière, qui en dise un donc il y a le fait qu'il y a eu une première phase de colonisation qui s'est effectivement exercée depuis des métropoles, on va dire, impérialistes à l'extérieur, mais qu'on est dans un contexte aujourd'hui où il y a une sorte de bouleversement des modes de production capitalistes qui font qu'il y a une sorte de deuxième phase de colonisation qui d'ailleurs fait ressac, enfin, c'est-à-dire qui non seulement déferle sur des populations déjà colonisées qui sont dans une situation post-coloniale et recolonialisées sous un certain angle, mais cette deuxième vague de colonisation revient sur la métropole impérialiste et colonise de manière intérieure cette métropole. Et du coup, ça redonne une nouveauté à des problématiques comme celle des luttes de libération nationale, ou je ne sais pas comment vous voulez les appeler si on n'a pas de définition, qui se passent en France, par exemple en Corse, par exemple en Bretagne ou ailleurs. Enfin, je pense à la Corse parce qu'il y a un entretien assez long dans la revue qui justement parle de cette deuxième phase de colonisation et qui dit la Corse aujourd'hui, elle est plus tant colonisée par l'État français qu'elle est colonisée par une occidentalisation, ou en tout cas un déferlement du capitalisme qui se fait sous de multiples formes, marchandisation de biens culturels estampillés folkloriques, baléarisation, bétonnage des côtes, individualisme généralisé auprès de la population, goût du clinquant, etc. Enfin voilà, ça aussi c'est des formes de colonialisation. Et pourquoi je faisais référence au Versant Lavesse, parce qu'il enfin voilà, dans un numéro de la revue Ligne, il y a plusieurs auteurs, mais peut-être tu peux en dire un. De la revue Ligne? Ouais, non, enfin dans lequel tu... Voilà, oui, ça, ouais. Expliquer mieux que je le fais. Enfin, je ne saurais pas trop comment dire là comme ça à chaud, mais oui, il y a différents analystes, enfin, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique, essayer de comprendre notamment la situation en Europe et dans les États-nations européens en termes de colonisation intérieure ou de recolonisation par le capital de son propre centre historique. Ce qui est intéressant avec ce motif de la colonisation intérieure, c'est que c'est aussi un motif je dirais, idéologico-politique ou une forme de subjectivation politique, et qui a une histoire et qui remonte en gros à la séquence, la grande séquence des luttes de libération nationale des années 60 ou 70, où les jeunes gens, par exemple des étudiants dans les métropoles européennes, commencent à se vivre, à se penser, à s'énoncer comme étant colonisés de l'intérieur. Et évidemment avec toutes sortes de jeux d'alliances, parfois imaginaires, mais enfin dans le champ politique, l'imaginaire, ça peut produire de sacrés effets quand même. Des liens, en tout cas vécus, éprouvés, avec ce qui pouvait se passer à l'échelle mondiale. Et donc, ça ne débouchait pas forcément sur des alliances politiques très, très puissantes, très efficientes, mais en tout cas, c'était des potentialités sans doute de subjectivation politique hyper intéressantes, pour un internationalisme à une époque où on se dit qu'il n'y en a plus possible. Et bon, moi, évidemment, à la fois ce que vous avez dit et ce que j'ai pu lire du dossier, puisque Patrick, tu me l'as donné il y a un mois. Évidemment, la question que je me pose, enfin, à la fois en partageant l'intérêt pour ces préoccupations et en même temps différentes raisons de scepticisme qui ont été formulées ici, la question pour moi de base est de savoir pourquoi on ressent, vous ressentez, d'autres sans doute aussi ressentent la nécessité de reprendre, de réinvestir ce signifiant nation, dont on peut dire effectivement qu'il n'est pas analytiquement lié à la question de l'État, mais dont il est très difficile de faire abstraction du fait que historiquement, les nations se sont étatisées et que tous les États qu'on connaît, ou disons à peu près tous, ont nationalisé leur population. Donc il est bon, voilà. Je me demande pourquoi. Alors j'ai un modèle en fait implicite en tête qui est le texte dont on avait déjà parlé. Je ne sais pas si tu le connais, le texte de Sartre, le procès de Burgos. C'est dommage, Pierre Ulysse qui était assis là vient de partir. Il a travaillé longuement sur ce texte. Où en 70, Sartre se pose déjà la question de manière de savoir pourquoi, ou ce en vertu de quel mécanisme, les luttes qu'on appellerait aussi bien régionalistes, pour l'indépendance régionale, ont réinvesti le signifiant de nation, et ont commencé à dire nous aussi on est des nations, dans des pays nationalisés de longue date, comme la France, par d'autres formes en Espagne. Et Sartre a un argument assez intéressant. Enfin, je me demande évidemment quel type d'écho il peut y avoir avec aujourd'hui. Et Sartre dit en gros, c'est très simple, il y a deux grands facteurs qui expliquent la réappropriation de ce signifiant nation comme signifiant de l'indépendance et l'autodétermination collective, etc., à l'échelle des régions, donc ce que tu appelais les luttes nationalitaires.
c'est d'abord la guerre froide, et d'autre part la décolonisation. Justement. Et on revient que dans son argument, pourquoi ces facteurs-là, la guerre froide, pourquoi ce sont des facteurs qui réouvrent en quelque sorte une lutte pour l'utilisation et le sens qu'on donne à la nation, c'est que ce sont les deux grands facteurs, en quelque sorte, qui remettraient en cause la monopolisation par les États historiques du signifiant nation. Voilà. Et je me demande aujourd'hui si on... Donc du coup, ça réouvrirait, disons, un usage possible de ce signifiant voilà, national. Alors je me demande dans quelle mesure ça peut valoir pour nous, ça peut nous dire quelque chose pour nous aujourd'hui. Et moi, évidemment, là où j'ai le scepticisme, peut-être ou en tout cas la méfiance, disons, la plus grande, c'est que je ne crois pas du tout que les États-nations, précisément, qu'on dit depuis, mais déjà des décennies qui sont en crise, oui, sans doute qu'ils le sont, hein, mais enfin, comme la crise est devenue un mode de gouvernement à part entière, ça n'a jamais gêné des États d'être en crise. Donc je me demande si ce signifiant, on peut en ce moment se le réapproprier de façon aussi progressiste, voire révolutionnaire que vous en faites le pari, finalement, dans la revue. Et moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'effet inverse qu'on observe, c'est-à-dire que plus les États se montrent impuissants à résoudre les problèmes sur leur propre territoire, et plus l'investissement nationaliste du signifiant nation est fort et intense. Donc voilà, je réponds un peu, voilà, c'est ce que tu me proposais pour la parole sur celui-là. Mon inquiétude, elle est là. On parlait des questions de définition tout à l'heure. Je ne saurais pas, moi, personnellement, trancher, savoir est-ce qu'il nous faut une définition préalable pour ne pas, effectivement, céder complètement à une équivocité complètement des discours et aussi des stratégies politiques qu'on étaye sur ces discours, ou bien, au contraire, est-ce qu'on a une absence complète de définition et ensuite c'est à l'intérieur de la Constitution. Moi, j'ai l'impression qu'on a besoin, effectivement, de définition, mais qu'on ne peut pas la rendre univoque, la définition de la nation. Et qu'entre le nationaliste et le nationalitaire, on ne peut pas trancher a priori. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, l'utilisation du vocable nation, encore une fois pour désigner le plus possible uniquement l'autodétermination d'une communauté ou d'une collectivité, hein, et le moins possible des éléments de substantialisation, enfin, je vais peut-être dire une énormité, mais une substantialisation pour moi qu'elle relève de la langue ou du sang. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais que tendanciellement les problèmes politiques sont pas très éloignés. On substantialise la communauté qui est porteuse de cette langue, etc. Et du coup, le glissement du nationalitaire à le nationaliste, pour moi, est assez inévitable ici. Et donc voilà, tout ça pour dire que même si on s'en tient à l'acception politique du signifiant nation, qui a été un signifiant révolutionnaire, enfin concrètement au XIXe siècle, il y a des luttes d'émancipation collective, que ce soit dans les empires austro-hongrois ou ottomans, etc., ou dans les colonies, où le signifiant nation a supporté ces luttes-là. Je ne sais pas, plutôt je doute qu'on soit dans une conjoncture où il puisse avoir cet usage-là. Bon, c'est un peu voilà, le sentiment que j'exprimerai pour répondre à ton interpellation. La région, ça marche. Bon, évidemment, je pense qu'on diverge sur l'analyse, enfin, le fait que l'État soit en crise et que... Enfin, moi, ça me semble plutôt être un contexte qui n'est pas nécessairement défavorable à la lutte de libération nationalitaire, on va dire, voilà, au sens où on en parlait. Et par contre, je pense que c'est justement parce que les gens ont tendance à surinvestir affectivement, idéologiquement, le concept de nation dans une situation d'État en crise, d'État-nation en crise, qu'il faut mener le combat pour une réappropriation de ce concept, ou en tout cas une lutte pour sa transformation intérieure, dans l'acception qu'il a dans la tête des gens. Ce qui veut dire ne pas figer le concept, précisément, ne pas fournir une nouvelle définition, mais briser en tout cas les définitions qui peuvent fournir la cible de cet investissement affectif ou idéologique. C'est pour ça que le dossier est là, en fait. C'est aussi une des raisons. C'est que c'est un terrain qui ne doit pas être laissé à la droite ou à l'extrême droite. De la même manière qu'il y a une conception de gauche ou de droite de la liberté, de la société, de l'intérêt, de ces choses-là, il y a une conception de gauche ou de droite de la nation. Et le but, c'est de ne pas faire qu'il y ait un recouvrement par la droite de ce concept. Et donc on essaye de fournir un peu des instruments ou des ingrédients pour produire quelque chose d'autre sur ce terrain-là. Voilà, enfin, notamment, enfin, pour parler encore du contenu en fait du journal, il y a un article dedans sur la question des identitaires, c'est-à-dire en fait ces groupements d'extrême droite qui se situent encore à la droite du FN
qui sont en pleine croissance. Oui, si, c'est possible. Surtout dans un moment de pseudo-normalisation du FN, c'est là où c'est encore plus dangereux, quoi. Qui donc sont un peu en croissance, voire en explosion à certains endroits en France, et qui jouent beaucoup sur ces identités régionales, en les mettant en avant, en disant qu'elles font partie du patrimoine de la droite et de l'extrême droite, et que c'est sur cette base qu'on peut réorganiser une lutte contre, par exemple, la mondialisation, le capitalisme financier, etc. Évidemment, pour nous, c'est vital de ne pas laisser le terrain de la nation et de l'identité, qui est un mot que j'aime pas trop, mais bon, voilà, aux gens qui se réclament identitaires. Et d'où le fait de se réapproprier ce concept-là, en fait, ça veut dire avant tout se réapproprier ce qu'il signifie sur le terrain. Ça veut dire avant tout que les militants d'extrême gauche, et les militants libertaires en particulier, puissent s'emparer des éléments dans les traditions locales, dans les modes de vie locaux, qui sont susceptibles d'une interprétation libertaire et qui sont susceptibles de fournir le socle pour une construction d'une société anti-autoritaire, égalitaire, à l'encontre, justement, des identitaires qui, eux, mettent en travail cette tradition, mais d'une autre manière, et d'une manière qui est vraiment nuisible. Et pour l'instant, ils sont incontestés sur ce terrain. La réaction des militants gauchistes habituels, c'est de dire « Ouais, la nation, c'est de la merde, donc on leur laisse ça ». À mon avis, c'est une erreur stratégique grave. En même temps, ils ont une faiblesse théorique imbattable parce qu'ils reprennent toute la vulgate d'extrême gauche en l'adaptant à leur sauce. Je suis pas tout à fait d'accord. Les identitaires, ils viennent plutôt d'un courant que je trouve à l'extrême droite le plus puissant idéologiquement, qui est ce qui s'appelle... Je te dis qu'il faut de la retape en reprenant des thèmes anti-impérialistes, en reprenant des thèmes... Voilà, parce que c'est le fond de commerce à cette sorte de droite depuis effectivement longtemps. Mais c'est national-socialiste, après tout. Mais en même temps, quand je vois je ne dis pas que ce n'est pas indivisible et qu'ils ne doivent pas être combattus par tous les moyens, je pense au contraire. Mais par contre, ces gens-là, leur esthétique, leur discours, leur slogan, etc., ils semblent calquer le discours de l'extrême gauche d'il y a 20 ans. C'est ça qu'il faut pour le détourner à leur manière. Donc je pense qu'ils sont assez faibles, théoriquement. La nation, c'est un problème de définition aussi bien et de justice, de validité de la nation. C'est par rapport aux ennemis qu'elle se donne. Sous la Révolution française, cet ennemi, c'était l'aristocratie. Par la suite, ça a été, dans l'Empire austro-hongrois, ça a été le centre politique de l'Empire, le mouvement des nationalités en Europe centrale. Et à partir de la fin du XIXe siècle, il y a un épuisement de la nation. Pourquoi? Parce que les ennemis de la nation, ça devient les juifs, ça devient les apatrides, etc. Donc le problème de la nation, c'est par rapport, c'est constitutif de l'ennemi qu'elle se donne. Et à partir de là, aujourd'hui, réinvestir la nation. Pourquoi? Parce que l'extrême droite revendiquera toujours l'idée de nation. Pourquoi? Parce que c'est une communauté qui n'est pas fondée sur une frontière de classe. Et donc à ce moment-là, l'extrême droite sera toujours sur toutes les formes de communauté où il n'y a pas un rapport de classe. C'est la nation, ça pourra être autre chose par la suite. Mais l'ennemi que se donne aujourd'hui la nation, c'est clairement soit un ennemi religieux, et là-dessus, la gauche rejoint parfaitement l'extrême droite en tapant sur les musulmans, et soit c'est un ennemi plus ethnique, qui est l'arabe, et donc là aussi c'est l'ennemi aujourd'hui de l'extrême droite, c'est l'arabe qui défait la nation, comme le juif hier défaisait la nation. Et donc c'est pour ça que voilà, on est en guerre en Afghanistan ou ailleurs. Pourquoi? Parce que l'ennemi, je ne sais pas si vous avez vu, à Castres, là, il y a des gens, des parachutistes qui sont sortis de chez eux, et puis sortis de la caserne, ils sont allés taper sur un bar à chicha, ils revenaient d'Afghanistan, quoi. Voilà, c'est ça, clairement, c'est la pauvreté aussi au quotidien de cette question de nation, pour ceux qui la vivent, et pour les guerriers, c'est ça, c'est se donner un ennemi
voilà, enfin, cet ennemi-là, ce sera soit un ennemi religieux, soit un ennemi ethnique. Et la nation de la Révolution française, je veux bien qu'on réinvestisse ce concept-là, mais je pense que c'est tellement, ça demande tellement de mise à jour historique que, enfin, aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait le faire, quoi. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut répondre, sinon je fais. On commence à répondre, on prendra la suite après. Bon, tu te doutes évidemment que je suis pas d'accord, mais enfin, je pense pas qu'il faille. L'ennemi comme constitutif de la communauté, tu vois, dans la lignée de Carl Schmitt, etc. Oui, mais enfin, justement, je pense que ça, c'est à partir du moment où il y a une conflictualité sociale, l'ennemi fait partie de la définition du groupe en lutte, et c'est pas une donnée intrinsèque à la question de la nation. Donc enfin, je trouve pas que ce soit un argument recevable pour disqualifier ces luttes-là en disant elles sont dangereuses, elles peuvent être potentiellement réactionnaires parce qu'elles se polarisent sur un ennemi extérieur. Enfin, tu vois bien que la définition qu'on défend de la nation est précisément caractérisée par le fait qu'on n'a pas un ennemi en particulier. Voilà, après, pour ce que tu dis sur l'extrême droite, je pense que c'est juste pour une certaine extrême droite, mais c'est malheureusement pas celle qui est en train de se développer, enfin celle à laquelle je faisais référence à propos des identitaires, puisque au contraire pensent complètement recevable le concept de classe sociale et l'intègrent à leur analyse. Idéologiquement, en fait, c'est ce qu'on appelle les nationalistes révolutionnaires, les NR. Donc c'est des gens qui font le saut entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc ils intègrent complètement à leur discours les données de classe sociale, ils se revendiquent prolétaires, ils se revendiquent d'une culture populaire. Du coup, ils font ressurgir aussi le discours qu'on a un peu oublié des fascistes et des nationaux-socialistes dans les années 20-30, qui était un discours aussi qui avait des données d'extrême gauche, des composants d'extrême gauche. Enfin, les fascistes italiens, par exemple, parlaient de l'Italie comme de nation... parlaient de l'Italie comme d'une nation prolétaire. Ils appelaient à l'union des nations prolétaires, Irlande, Italie, Égypte, etc. Donc, je pense pas que que centrer le problème sur les classes sociales permette ni de combattre efficacement l'extrême droite à soi seule, et je pense pas non plus que ça rende compte complètement des lignes d'évolution actuelles de l'extrême droite. En un sens, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être pas malin stratégiquement de laisser le nom de la nation aux ennemis. Mais est-ce qu'il ne faut pas le reprendre à l'échelle où eux se placent, c'est-à-dire à l'échelle de ce qu'on appelle, par exemple pour nous, historiquement, la nation en France. Je vais te faire très mal aux oreilles, mais un type comme Mélenchon te dira, oui, c'est la provocation. Non mais, on est d'accord, on n'est pas dans la position d'option, etc. Mais je réfléchis, disons, à quelqu'un qui serait d'accord avec toi, mais qui l'entendrait sans doute tout autrement que toi tu l'entends. Te dirait, bah oui, bien sûr, ouais, la nation en un sens non nationaliste et même anti-nationaliste contre la droite et l'extrême droite, portée par une politique sociale, ce qu'on met là-dessous, et qui, alors évidemment, réinvestit avec, mais ça, c'est quelque chose qui est l'idée dans votre discours, ça peut être intéressant de savoir jusqu'où on peut l'éviter complètement, sans vider complètement le concept de nation de sa substance. Bon, alors lui, Mélenchon, il y va franco, il fait sortir toute la batterie signifiante qui a tiré avec la nation. Donc c'est le peuple, c'est la souveraineté, voire c'est le patriotisme. Et après tout, il peut y avoir un patriotisme, enfin toutes les conceptions des déconnexions par rapport à un environnement international hyper hostile, qui exerce des pressions et qui court-circuite toute possibilité d'autodétermination en matière politique, économique, etc. Pourquoi pas patriotisme? Bon, on peut très bien concevoir que dans une conjoncture plus ou moins proche, on serait, même en étant d'extrême gauche, tu vois, amené à réinvestir ce signifiant comme vous proposez de le faire avec celui de nation. Alors tu vois, un type comme Mélenchon t'écouterait et te dirait, bah oui, on est absolument d'accord, mais alors luttons pour resémantiser complètement ce signifiant de la nation à l'échelle de ce qu'on appelle en ce moment nation, qui est justement l'échelle à laquelle se placent les nationalistes d'extrême droite lorsqu'ils te bombardent dans la tronche et te vomissent leur identité nationale, c'est dehors les étrangers, les bougnoule, etc. Tu vois?
Et du coup, toi, tu tiens cet argument-là, mais en fait, tu déportes immédiatement pour dire en fait, les vraies luttes de libération nationale maintenant, c'est en fait les luttes pour l'autonomie, pour l'indépendance de la Corse, du Pays Basque, etc. Et du coup, j'ai l'impression que tu rencontreras jamais les adversaires que tu prétends donner, à savoir les mecs d'extrême droite. Parce qu'on les rencontre sur le terrain, en fait. On les rencontre sur le terrain, pour prendre un cas précis que je connais. Donc Nice. À Nice, en pays niçois, si tu as envie de pratiquer la langue niçoise et si tu as envie de cultiver, on va dire, un certain patrimoine gastronomique pour parler des choses les plus agréables, tu les retrouves directement face à toi. C'est eux qui tiennent les associations et des associations qui d'ailleurs qu'ils ont créées ad hoc pour remplacer celles qui étaient apolitiques, voire de gauche. Donc c'est pour ça en fait qu'on parle de mener la lutte sur ce terrain. Après, s'il s'agit de se porter à une échelle plus grande, c'est, je suppose, donc c'est la nation française, c'est ça? Oui, c'est mais donc pour nous, la nation française, elle englobe en son sein d'autres cultures qui font l'objet d'une domination culturelle, peut-être moins grande que par le passé, peut-être avec d'autres conditions, mais c'est une domination qui persiste et qui s'engraine avec une domination capitaliste aussi. Oui. Donc du coup, je ne me verrais pas affronter quelqu'un, je me verrais pas... J'apporterai pas mon vote à Mélenchon sur ce truc-là. J'entends bien, mais en un sens, l'argument que tu donnes, l'exemple que donnait Anne-Carien tout à l'heure, ferait apparaître une sorte de poupée gigogne et poupée russe en disant qu'à l'échelle de la Bretagne, on retrouvera des cultures locales qui seront dominées. Donc le jeu de la domination, on peut toujours Bon, et on sait que parfois il y a aussi des jeux, c'est ce que Fassbinder appelait le groupe Narwhal, c'est ceux qui sont à la limite le plus opprimés, qui sont presque au bout de la chaîne, qui vont écraser le dernier maillon encore plus fort, et c'est une domination encore plus violente sur le mec qui a sa culture de quartier, ses 3 rues, son pâté de maison. Donc je pensais moins à la nation française, qui est une construction évidemment imaginaire, qui est tout à fait matérielle dans ses effets et ses institutions. Vous mentionniez comme critère élémentaire, disons, de la nation, la langue et l'histoire. Bon, il n'y a rien de plus fabriqué que la reproduction, l'inculcation linguistique et de la reproduction de quelque chose comme une histoire. On en parlera, je suppose, demain et après-demain. C'est moi la nation française. Je pensais que l'appareil d'État, que l'ensemble des institutions et des leviers de puissance que ça donne, à la fois justement sur les appareils idéologiques, disons, l'école, les médias, les appareils religieux, et puis les instruments d'action que cet appareil pour l'instant détient de façon modestique sur l'extérieur, sur des institutions financières européennes, mondiales, sur des appareils législatifs plus ou moins contraignants pour l'État dans lequel on vit. Donc c'est plutôt à ce niveau-là, l'ensemble de l'appareil d'État, avec lequel le signifiant nation fait corps pour nous maintenant. C'est là, je pense que, puisqu'on parlait de Mélenchon, c'est à ce niveau-là qu'il se place. C'est moins le contenu idéologique de la nation française, de la définition substantialiste de l'identité nationale qui se place, que lutter contre un usage nationaliste du signifiant nation en s'emparant de ces instruments de puissance-là. Pour le meilleur et pour le pire, on n'est pas sûr d'y trouver notre compte, mais de toute façon à ce niveau-là. Je ne sais pas si ce que je viens de dire appelle une réaction ou même a du sens. Je serais tenté de te répondre et puis pour peut-être clore un peu là, mais il y a nécessairement un pluralisme de principes à adopter dans toute lutte de libération nationale pour éviter justement que les situations de domination se reproduisent une fois qu'une émancipation s'est produite à une échelle, mais qu'elle recouvre en fait la reconduction d'une oppression à une échelle plus petite. On pourrait très bien imaginer un pays, un pays occitan indépendant et puis à l'intérieur les Niçois opprimés, ou n'importe qui d'autre. Donc il y a une pluralité de principes à adopter et ça pose des questions par exemple sur la langue. Quelle langue on revendique, quelle langue on met en avant? Est-ce qu'on met en avant un occitan unifié? Moi personnellement je ne suis pas partisan justement de cette option-là, précisément parce qu'elle reconfigure une identité nationale à une échelle plus petite mais qui véhicule toujours une domination culturelle. Donc
la langue à mettre en avant et à défendre, c'est celle qu'on pratique avant tout, c'est celle qu'on pratique sur le terrain. Et après, bon, alors ça, c'est, je pense, une divergence de fond qui tient au fait qu'on se place d'un point de vue libertaire. Pour nous, les appareils idéologiques d'État, l'État en général en tant qu'appareil de puissance, même si c'est une puissance de défense contre l'Union européenne, ce dont je ne suis même pas sûr. Alors, en état non, actuel, sûrement pas. pas, sûrement Mais la pas, question, c'est est-ce que ça peut devenir autre chose ou pas du tout? Mais ça, on est d'accord. Hein, d'accord. Patrick. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que pour nous, c'est pas un appareil à conquérir, c'est un appareil qui nous semble, dans le moment même où il est utilisable comme moyen de puissance à l'encontre de dispositifs ou de formes de domination qui existent au-delà de lui, il continue de véhiculer, lui, des formes de domination à une échelle inférieure, vis-à-vis des populations qu'il recouvre, de son autorité, etc. Donc pour nous, ça peut pas être un objet de conquête, ça peut pas être un outil politique, quoi. Il y a plutôt des choses à nous réapproprier en démantibulant l'appareil d'État. En le démantibulant, en restant à l'extérieur. C'est ça que... Bon, mais là, on va peut-être virer dans les grands débats de... Il faudrait une méthodologie. Parce que... Et puis en plus, on commence un peu à fatiguer aussi, il faut dire. Bon, peut-être on arrête là. Donc le journal, juste pour dire, j'ai oublié de le signaler, mais il est sur la caisse là-bas si ça vous On rentre dans intéresse. cette salle comme les Esquimaux. Et puis merci en tout cas d'être venu et d'avoir participé à ce débat. Et donc le Forum international de philosophie politique et sociale se poursuit dans les jours qui viennent. Les prochains lieux de tenue... C'est Salozette demain. Salozette. Voilà. À 10h. Et après-demain, Marco, toujours Salozette. Et encore merci à Terra Nova pour nous avoir accueillis. Oui, merci beaucoup.